la destruction est très grande. Il y a surtout 3 pays qui, à mon avis, ont subi de très très grands dégâts, sont le Liban, l'Iran et Israël. Combien à mesurer, je ne sais pas. Pour moi, Israël, c'est 2 choses complètement séparées. Il y a les Juifs qui ont toujours été intégrés dans les pays arabes et avec eux, nous n'avons aucun problème. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le sionisme. Notre perception de ce sionisme-là est une continuité des mouvements colonialistes qu'il y a eu à la fin de l'Empire ottoman qui se sont partagés. Je pense qu'il y a entre 20 et 40% de gens qui sont pro-Hezbollah. Et ils ne sont pas pro-Hezbollah parce qu'ils aiment Hezbollah ou l'idéologie de Hezbollah. Mais ils adhèrent à Hezbollah parce qu'ils considèrent que Hezbollah a quand même fait beaucoup pour, en principe, défendre le territoire libanais. Et il y a l'autre camp qui pense exactement le contraire, qui dit que Hezbollah nous entraîne au contraire à la perte de notre territoire et de notre terre, et que c'est lui qui nous entraîne dans cette guerre. Bonjour Malek El-Khoury, je te présente. Tu es donc libanais, tu es chef d'entreprise, tu connais bien la Suisse puisque tu as fait des études à Zurich et puis lors de la guerre civile, tu t'es établi quelques années à Genève. Et aujourd'hui, tu vis entre Beyrouth et Genève. Tu as une vision géopolitique assez large. Mais nous allons parler plus précisément du Liban, de l'actualité au Liban, de ce qu'il faut en penser. Alors j'aimerais commencer par une question tout à fait personnelle. Tu viens d'arriver de Beyrouth. Comment est-ce que tu te sens quand tu quittes ton pays fracassé et tout d'un coup tu te retrouves là au bout du lac, à Genève, dans le grand calme? Bonjour Jacques, d'abord. Alors écoute, c'est un sentiment très bizarre. C'est vrai que je connais très bien Genève, je connais beaucoup de coins et de recoins de la ville. Je suis revenu dans la maison que j'habite depuis 40 ans presque, mais après une dizaine de jours où la guerre avait commencé, je suis arrivé, j'étais déboussolé, complètement déboussolé. Je ne savais pas où j'étais. Enfin, je savais que j'étais à Genève, mais mes repères n'étaient pas là. Ma tête n'était pas sur mes épaules. Je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait en face de moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment les gens pouvaient fonctionner comme ça, circuler normalement dans la rue sans rien craindre, sans rien. Ça m'a paru très bizarre. Donc, les 2-3 premiers jours, j'étais très bouleversé. Et là, ça fait une semaine, exactement une semaine que je suis déjà de retour. Et tous les soirs, je me dis, Malik, je dois faire attention à rentrer assez tôt pour ne pas être trop seul sur la route. Alors que d'abord, j'habite à 2 pas de mon bureau et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Et qu'au bout d'un moment, je me remets les esprits. Mais c'est bizarre comme sensation. Parce que comment vit-on alors aujourd'hui au quotidien à Beyrouth? Alors, en principe, Beyrouth est un peu comme c'était la dernière guerre, comme dans d'autres guerres. Il y a en fait des zones de guerre et des zones de non-guerre. Maintenant, théoriquement, les zones de non-guerre sont des zones qui ne sont pas supposées être bombardées par les Israéliens, puisque le prétexte officiel des Israéliens, c'est la recherche de Hezbollah. Mais comme il y a presque 1 million de réfugiés, de déplacés au Liban, les gens se dispersent un peu partout, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de zone de non-guerre. Alors, dans les zones de non-guerre, les cibles sont très précises en principe. En principe, parce qu'il y a toujours des erreurs, autant humaines que technologiques. Mais donc, théoriquement, si on connaît bien son environnement, on connaît bien le truc, il n'y a pas de problème de déplacement ou de logement ou d'habitation. Mais on doit prendre nos précautions parce qu'on ne sait jamais à quel moment où les Israéliens vont bombarder et qu'est-ce qu'ils vont bombarder, avec quelle ampleur. Est-ce que c'est avec un drone? Est-ce que c'est avec un avion? Est-ce que c'est des grandes bombes? Donc on est toujours sur le qui-vive. Tu dis
cette intervention était faite sous le prétexte de la riposte, en fait. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une opération de guerre en riposte aux attaques du Hezbollah contre Israël? Moi, je n'y crois pas du tout. Depuis que Israël existe, moi je connais les bombardements israéliens sur le Liban. Souvent dans le sud, à l'époque il n'y avait pas de Hezbollah, il n'y avait même pas les réfugiés palestiniens encore dans les années... Tu parles de quelles années? Je parle des années 50, début des années 50, puisqu'en fait la première grande vague de Palestiniens qui est venue en tant que réfugiés, c'est en 67. Or, les bombardements israéliens sur le Liban datent de bien avant 67. Donc, il y a toujours eu un prétexte. Il y a eu les premières grandes batailles en 48, 49, jusqu'à l'armistice. Ensuite, après, il y en a eu d'autres. Ensuite, il y a eu les Palestiniens. Ensuite, il y a eu le Fatahland. Ensuite, il y a eu les Syriens. Et puis ensuite, il y a eu Hezbollah. Donc, je pense qu'Israël a besoin d'un prétexte quelconque pour justifier sa guerre. Deuxièmement, le Liban est un système politique et un pays qui est tout à fait l'antipode d'Israël. Israël est supposé être un pays homogène qui fonctionne à l'occidental, c'est-à-dire avec un État-nation basé sur une société qui est homogène, confessionnellement, linguistiquement, etc., qui sont les États-nations comme on connaît en Europe. Or, nous, entre autres, et particulièrement le Liban est un État, mais complètement multi. Et même, beaucoup de familles sont des familles soit libano-syriennes, soit libano-palestiniennes, soit libano-jordaniennes. Donc, il n'y a rien de purement libanais. Mais il y a une conscience du Liban et d'un attachement au pays qui s'appelle le Liban. Il y a une conscience qui est le Liban pour une raison, pas une raison sociologique ou une raison à ce niveau-là, mais surtout c'est que le système politique et économique libanais, depuis la création de l'État libanais, était différent de tout son environnement. Donc du coup, ça nous a donné un sentiment de fonctionner autrement que le voisinage, avec beaucoup plus de liberté d'expression, de liberté économique. On pouvait investir facilement. La circulation d'argent était facile. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a souvent appelé dans le temps le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Donc il y avait un peu ces similitudes-là qui sont beaucoup plus économiques que sociales et sociologiques. Donc c'est pour ça qu'il y a cette adhésion à cette idée-là. Et puis c'est un petit pays qui n'a pas de grande richesse et qui fonctionne avec comme seule richesse la matière grise que nous avons. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain... Mais je ne pourrais pas parler de nation libanaise. Un État, oui. Un pays, oui. Mais une nation libanaise... Pour revenir aux raisons de cette offensive israélienne, qui cause des dégâts quand même considérables, des dégâts humains et matériels, alors quelle est la raison profonde de cette offensive, selon toi? Bon, évidemment, on va me critiquer, on va me taxer de toutes sortes de choses, mais je pense que Israël... D'abord, moi, j'aimerais préciser, pour moi, Israël, c'est deux choses complètement séparées. Il y a les Juifs, et les Juifs qui sont une communauté religieuse qu'on appelle les Israélites, qui ont toujours été intégrés dans les pays arabes, et avec eux, avec cette communauté, avec cette religion, nous n'avons aucun problème. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le sionisme, et que notre perception de ce sionisme-là est une continuité des mouvements colonialistes qu'il y a eu à l'époque de l'Empire ottoman et à la fin de l'Empire ottoman qui se sont partagés. Il se fait qu'il y a eu une conjoncture de circonstances que l'idée du sionisme et les problèmes que les Juifs ont subis en Europe ont coïncidé. Donc du coup, ils ont été utilisés et l'État d'Israël s'est créé. Mais pour moi, ça reste le système politique israélien
pas la société israélienne, mais le système politique israélien était une continuité du mouvement colonialiste de l'époque de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et celui-là, il a comme idée de toujours être expansionniste. C'est-à-dire il faut gagner le maximum de territoires, il faut les occuper, il faut prendre ces richesses, il faut les ponctionner, etc. Et c'est ça que nous combattons. Et je pense que le système politique israélien qu'il y a perpétue cette idéologie-là et cette idée-là. Et ça, il n'y a pas de limite. Alors évidemment, on parle du Grand Israël. Le Grand Israël est une idée messianique, c'est une idée religieuse, qui, si on lit un certain nombre d'auteurs israéliens qui sont un peu critiques par rapport à ce système politique, ces auteurs diront que c'est une idée inventée, le Grand Israël, et qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire quelque chose qui s'appelle le Grand Israël. Il y a eu des États juifs, il y en a eu 2 dans l'histoire dans la région, mais la plupart des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui viennent de l'étranger, ne sont pas ce qu'on appelle les sabras, c'est-à-dire les locaux, ceux qui sont nés. Et d'ailleurs, ceux-là sont presque des citoyens de seconde zone en Israël, pour ne pas parler de troisième zone. Juste pour rappel, quel territoire engloberait le Grand Israël ? Alors, évidemment, on parle souvent du Grand Israël du Nil à l'Euphrate. Bon, maintenant, moi, je pense que dans les temps modernes que nous avons, il n'y a pas de frontière vraiment à ce qu'on pourrait appeler le Grand Israël. Pas plus que si, quand on prend la politique américaine dans le monde, où s'arrêtent les frontières de ce que l'Amérique veut dominer ou pas, où s'arrêtent les frontières de ce que la Chine ou la Russie ou ces grands pays veulent dominer ou pas. Donc c'est difficile de mettre une limite. Mais dans l'imaginaire du monde, on parle du Grand Israël qui va du Nil à l'Euphrate. Maintenant, revenons au Liban. Cette offensive, justifiée ou non par l'attaque du Hezbollah contre Israël, divise la société libanaise, semble-t-il. Il y a de nombreux Libanais, semble-t-il, on en voit les réactions sur les réseaux et dans la presse, qui disent, voilà, Hezbollah nous plonge dans les chaos par son agressivité à l'endroit d'Israël. À quel point la société libanaise est-elle divisée sur cette question ? Alors, effectivement, la société libanaise est divisée. Je diviserai la société libanaise, en fait, en 2 grands groupes. Et dans chaque groupe, il y a 2 sous-groupes. Il y a un groupe qui est pro-Hezbollah. C'est quoi, 20-30% de la population ? Alors, c'est 20, 30, même peut-être un peu plus, mettons 40%. Je pense qu'il y a entre 20 et 40% de gens qui sont pro-Hezbollah. Et ils ne sont pas pro-Hezbollah parce qu'ils aiment Hezbollah ou l'idéologie de Hezbollah. Parce que l'idéologie, il y a très peu de gens qui adhèrent à l'idéologie qui est tout aussi messianique que l'idéologie sioniste, disons. Mais ils adhèrent à Hezbollah parce qu'ils considèrent que Hezbollah est quand même, a quand même fait beaucoup pour, en principe, défendre le territoire libanais, c'est-à-dire la terre libanaise, la maison, etc. Donc il y a ceux qui considèrent que Hezbollah est une nécessité en l'absence de l'État. Et il y a l'autre camp qui pense exactement le contraire, qui dit que Hezbollah nous entraîne au contraire à la perte de notre territoire et de notre terre et que c'est lui qui nous entraîne dans cette guerre. Si je prends ces 2 camps face à face, qui à mon avis sont 40-40, je dirais, sont plus ou moins équilibrés, il y a un 20% comme ça qui est toujours, on ne sait pas trop, mais à l'intérieur de chaque camp, il y a dans le camp qui est pro-Hezbollah, il y a ceux qui n'aiment pas du tout l'idéologie de Hezbollah, mais qui adhèrent
à son côté de défense du territoire libanais. Il y a l'appareil civil du Hezbollah, peut-être. Il y a l'appareil, il y a toute la structure civile, sociale, éducative, sanitaire, les hôpitaux, etc. Oui, il y a cette partie-là. Et il y a les idéologues qui sont... Les idéologues, c'est un petit pourcentage de ça. Et de l'autre côté, les anti-Hezbollah, alors il y en a beaucoup qui sont anti-Hezbollah et qui lui trouvent toutes sortes de mots, mais qui sont en même temps anti-israéliens et qui considèrent que on a raison de se défendre contre Israël, on doit se défendre contre Israël, mais ce n'est pas le rôle de Hezbollah, c'est le rôle de l'État qui, lui, malheureusement, n'a jamais pu le faire et ne l'a jamais fait, et est en train actuellement de prendre des prises de position qui sont très ambiguës et qui fait qu'une partie du camp anti-Hezbollah commence à critiquer beaucoup le gouvernement et à réduire leurs critiques trop virulente par rapport au Hezbollah et au contraire en étant solidaire avec tous les déplacés qu'il y a au Liban. Le tableau que tu dresses, c'est un tableau qui n'est pas nouveau, récent, c'est un tableau qui remonte à quelques années déjà. Qu'est-ce que change l'éclatement de la guerre d'Iran d'il y a 2 semaines? Alors, ce qui change beaucoup, c'est surtout la position de l'État. Ça, c'est tout nouveau parce que l'État, peu importe ce qu'on pense de l'État, donc je parle le président, le gouvernement, le Parlement a une fonction moindre puisque théoriquement il n'est que législatif, donc il n'est pas exécutif, mais leurs prises de position ont été très ambiguës pendant cette période. Pendant l'année où nous avons eu cessez-le-feu depuis novembre 2024 jusqu'à janvier 2026 où la guerre a éclaté, janvier-février, nous avions un cessez-le-feu pendant lequel Hezbollah était supposé se retirer complètement du sud du Litanie, ce qu'il a fait. Hezbollah n'a pas tiré une balle contre Israël, alors qu'Israël n'a pas arrêté de frapper le Liban quotidiennement. De violer l'accord, donc. Donc, ils ont violé l'accord. Il y a eu presque 600 morts pendant cette période-là. Il y a eu à peu près, je ne sais pas combien, je crois 1200, 1300 maisons détruites pendant cette période-là. Donc, et ça, l'État était supposé agir pour empêcher ça. Or, l'État n'a rien pu faire pendant cette période-là. Donc, l'État qui ont reçu un mandat américain et français et international de désarmer le Hezbollah, n'a rien fait pour désarmer le Hezbollah, mais n'a rien fait non plus pour protéger les zones qui étaient bombardées quotidiennement par Israël. Alors, pour quelle raison? Le gouvernement est trop faible, l'armée est trop faible. Qu'est-ce qui empêche les pouvoirs en place au Liban de reprendre l'initiative et de réagir comme c'est attendu? Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a une raison, c'est que l'État, depuis très 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 longtemps, est très faible. Parce qu'il y a eu la guerre civile, il y a eu plusieurs guerres, etc. Il y a eu les milices qui ont pris le pouvoir. Donc, l'État n'existait pas vraiment en tant que tel. Il y avait une structure de pays, une structure d'État, c'est vrai. Certains payent des impôts, certains payent l'électricité, d'autres pas, la plupart ne payaient pas, enfin, peu importe, donc il n'y a jamais eu. Ensuite, il y a eu une interdiction depuis pratiquement le mandat français que l'armée libanaise s'arme fortement, et surtout depuis la création d'Israël. Quelque part, jamais personne du monde occidental n'a accepté d'armer l'armée libanaise de manière à ce qu'elle soit ou puisse être considérée comme un danger pour l'existence d'Israël. Donc l'État n'a jamais eu une armée forte, n'a jamais pu s'armer en tant que tel, et par extension n'a jamais pu imposer sa présence du fait qu'elle n'avait pas d'armée, elle n'avait pas de structure, et elle a été complètement disloquée. Donc ça a été, c'est historique. Maintenant, depuis le 27 novembre 2024,
le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, ont été plus ou moins imposés par l'Amérique. Avec un mandat très clair et très précis, vous allez maintenant faire de la politique américaine dans la région. Bon, la politique américaine, vous voulez désarmer Hezbollah, d'accord, donnez-nous les moyens. Les moyens n'ont jamais été donnés à l'armée libanaise. Et en même temps, ils ont fermé leurs yeux sur toutes les violations israéliennes qu'il y a eu. L'autre élément, et ça c'est peut-être l'élément le plus important, c'est que tout récemment, il y a une semaine, 10 jours, le chef de l'État actuel, qui était l'ancien général en chef de l'armée, donc chef de l'armée, a toujours plus ou moins pactisé avec Hezbollah, essayé de négocier avec Hezbollah pour son désarmement. Et il a réussi à amoindrir l'effet négatif de l'armement de Hezbollah. Il leur a proposé de faire ça. Maintenant qu'il est président de la République, il a un autre mandat. Et donc, il a demandé, il y a eu une décision du gouvernement tout récemment, qu'il fallait désarmer le Hezbollah par la force. Donc, évidemment, qui est mandaté? C'est l'armée. Le nouveau général en chef de l'armée, aujourd'hui, a dit « Moi, je ne le ferai pas et je ne vais pas le faire parce que le faire est par la force. D'abord, je n'ai pas les moyens, ni militaires, ni financiers, et je ne veux pas provoquer de guerre civile. Parce qu'il y a une bonne partie de l'armée qui est formée de chiites, qui ont des parents ailleurs, à droite et à gauche. Donc, je refuse de porter cette responsabilité-là. Vous voulez l'appliquer, vous le faites vous. Alors, il n'y aura donc pas de guerre civile au Liban? Alors, tant que l'armée ne se mêle pas, certainement pas. Tant que l'armée ne se mêle pas, certainement pas. Or, le général en chef de l'armée a très clairement dit, comme le général Hahn, qui était lui chef de l'armée avant, en disant « je ne vais pas rentrer en conflit avec Hezbollah ». Alors évidemment, ça a créé un tollé, mais en même temps, tout le monde a compris ça. Alors évidemment, maintenant, l'Amérique et le monde occidental disent il faut limoger le général en chef de l'armée, le changer et mettre un nouveau. Et la France qui se présente comme un partenaire privilégié, important pour le Liban. Qu'attendez-vous de la France? Je vois un petit sourire très léger, mais je te laisse répondre. Alors, en fait, ça fait déjà quelques années que la seule présence importante qu'il y a dans toute la région, pratiquement, c'est l'Amérique. Il y a un peu l'Arabie saoudite qui a essayé de jouer un rôle. La Turquie essaye de jouer un rôle, mais elle n'est pas très présente au Liban. L'Iran a joué un rôle. L'Égypte a joué un petit rôle. Mais l'Europe, pas du tout. Alors, la France a un petit faible pour le Liban, qui est un faible historique, puisque les Français ont commencé à protéger les chrétiens du Liban depuis pratiquement le XVIe, XVIIe siècle. Donc, il y a quelque chose d'historique là-dedans. Et donc, ils ont plusieurs fois essayé de protéger le Liban en disant, écoutez, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas l'éliminer, il ne faut pas faire de guerre civile, on ne peut pas mettre la pression trop grande, etc. Donc, a priori, comme ça, c'est un peu arrondir les angles dans la politique internationale. Mais de facto, ni la France, ni l'Europe, je dirais même ni la Russie, ni la Chine ne sont vraiment présentes. Les seuls acteurs vraiment présents sont l'Amérique, Israël, l'Iran et probablement l'Arabie par ses connexions financières. Pour conclure, une question plus large. Comment juges-tu la perception de ce qui se passe, non seulement au Liban, mais plus généralement sur le théâtre de cette guerre, par les opinions occidentales, par les médias occidentaux? Penses-tu que nous avons un regard adapté, juste, ou est-ce que tu penses que nous sommes égarés par des événements qui nous dépassent? Alors, d'abord, je dois dire que c'est une guerre très confuse.
il y a d'immenses points d'interrogation sur cette guerre. On ne sait plus quelles sont les informations vraies, quelles sont les informations fausses. On n'arrive pas vraiment à juger. Donc c'est très difficile de se faire une opinion réelle de ce qu'il y a sur le terrain. Maintenant, moi je parle de ce que je vois au Liban, puisque ça je peux le voir, je le vis au jour le jour. Et même si je suis maintenant en Suisse, je suis en contact permanent avec mes amis qui me disent tel immeuble, telle maison, tel quartier, telle rue a été touché, il y a tant de déplacés. Donc pour moi ça me dit quelque chose. Donc je sais que la destruction est très grande dans toute la région. Principalement, il y a surtout 3 pays qui, à mon avis, ont subi de très très grands dégâts, mais je ne pourrais pas dire dans quelle proportion, ni quoi, ni comment, ni où, sont le Liban, l'Iran et Israël. Ces 3 pays ont certainement subi de très très grands dégâts. Lesquels, combien, à mesurer, je ne sais pas. Au Liban, je peux dire que le sud est très 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 touché. La banlieue sud avait déjà été touchée en 2024 très fortement. Là, les Israéliens sont en train de continuer. Et la Bekaa, et sans parler des cibles qu'il y a à l'intérieur du pays. Ça, c'est pour un petit pays comme le Liban. Quand je vois les chiffres qui sont annoncés autant par l'Iran que par Israël ou par l'Amérique ou par le Hezbollah, du nombre de missiles et d'obus et de bombes qui tombent de part et d'autre, je me dis, mais même si elles ne ciblent pas quelque chose de très précis, il y a quand même des dégâts qui tombent. Et donc ça, c'est certain. Et les dégâts doivent être très, très, très grands. Je pense qu'on ne pourra vérifier l'immensité des dégâts qu'une fois que la guerre sera terminée, et j'espère qu'elle se terminera pas dans 10 ans, mais assez rapidement. Je crains que malheureusement ce ne soit pas nécessairement le cas, mais je l'espère pour limiter quand même les dégâts autant humains que matériels. Je ne parle pas des conséquences politiques. Et puis surtout, je me dis, c'est que l'Amérique a parlé de 2 à 3 jours, 4 jours au début. Là, on est 2 semaines, un peu plus de presque 2 semaines. Et l'Iran continue à frapper, Hezbollah continue à frapper, Israël continue à frapper, l'Amérique continue à frapper. Donc si, je suppose, je pars d'un principe que leurs services de renseignement sont assez bien informés, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont d'abord encore la capacité de résister et ils ont la capacité de frapper et de faire mal. Donc c'est pour ça qu'ils prolongent la guerre. Donc toute la région est pratiquement entraînée. Maintenant, il y a des dégâts collatéraux qui sont certains puits de pétrole, etc. Mais en fait, les trois pays qui sont vraiment impliqués directement dans cette guerre sont Israël, le Liban et l'Iran dans la région, sans parler de l'Amérique. Alors évidemment, il y a des alliés à l'Amérique de l'OTAN qui viennent et qui aident un peu. Il y a des alliés à l'Iran dans la région, comme un peu les forces en Irak. Mais par exemple, les Houthis n'ont pas encore bougé. En Irak, oui, ils ont bougé, ils ont tapé, mais ils ont surtout tapé des cibles américaines et israéliennes en Irak. Dernière question, est-ce que tu rentreras au Liban? Absolument. Si je découvre si j'entends que la situation se détériore beaucoup et que, par exemple, l'aéroport, qui pour le moment a des garanties internationales de fonctionner, si on me dit maintenant, aujourd'hui, l'aéroport va fermer dans 2 jours, je prends mes clics et mes claques et je rentre. Je veux défendre ma terre. Merci Malek. De rien.